Bonjour tout le monde, allez de retour en compagnie de Chantal et Dimitri pour l'épisode 9 des workshops DeFi. On s'approche de la fin et aujourd'hui on va parler inflation de tokens, comment est-ce qu'on gère ce phénomène. Alors en plus c'est intéressant et dernièrement on a eu quelques exemples de tout ça là. Sur le début d'année, on a Aptos, je crois, et Ondo qui ont procédé à des déverrouillages de tokens. Et j'ai lu ce matin que la blockchain Chronos de crypto.com envisageait de réémettre 70 milliards de tokens qui avaient déjà été burn en 2021. Ça, c'est pas réglo. Euh, voilà, C'est pas donc réglo, c'est pas réglo. Et c'est contraire au ouais. concept blockchain. C'est ridicule s'ils font ça. Ça Voilà, m'énerve. voilà. Donc, bah, voilà, justement, des petits exemples de jetons sur lesquels il va y avoir, sur lesquels ça va bouger au niveau de la supply. Et donc, bah, on va parler de ça ce soir. Ouais, Comment est-ce qu'on gère ça et comment est-ce qu'on peut éventuellement en profiter? Alors peut-être dans un premier temps déjà s'en prémunir, on va dire, ou voilà, le gérer du mieux qu'on peut par rapport à ces investissements et donc comment est-ce qu'on peut éventuellement même en profiter. ouais. Alors, je dirais, il y a trois étapes. La première, c'est de rassembler les infos, savoir qu'est-ce qui va se passer. La deuxième, c'est de savoir évaluer les infos, quel est le potentiel d'impact. Et la troisième, c'est de savoir quoi faire, comment se protéger. Donc, il y a vraiment trois étapes. Qu'est-ce que t'en penses, Dimitri? T'enverrais une quatrième, toi, ou qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis tout à fait d'accord. Cool, cool. Est-ce que tu veux peut-être débuter, nous dire un petit peu ces trois étapes, comment toi tu fais dans ta pratique, et puis après, moi je fais pareil, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, je te laisse commencer pour le coup. D'accord. Ok, ça marche. Alors, analyser la distribution des tokens. Alors, c'est pas la peine de se fier aux news parce que les news vont dramatiser certains trucs et oublier d'autres trucs. Donc, il vaut mieux aller vers des sources qui sont factuelles. Donc, je vais passer en partage d'écran et vous montrer plusieurs sources. Alors, malheureusement, Token Unlocks, ils ont changé de nom. Attends, il faut juste que je récupère le haut de l'écran, masquer les commandes flottantes. Ils ont changé de nom, ils s'appellent maintenant Tokenomist. Mais ils ont mis un login. Donc, quand on clique, après, il faut attendre de recevoir le email avec le code et tout ça, ce qui fait que plus personne va les contacter. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils sont mourants, je pense qu'ils vont mourir parce que voilà. Mais heureusement, il y en a trois autres qui sont vraiment super. Euh, donc, moi, je dois avouer, j'ai pris un compte payant chez Tokenomist et je l'utilise même pas. Tellement c'est pas pratique de ne pas pouvoir y aller en un clic. Alors, euh, donc là, à la base, déjà, si on va sur. Alors, tu as mentionné Ando tout à l'heure. Ando, voilà. On va voir sur CoinGecko et sur CoinMarketCap le chiffre de combien ils ont déjà distribué. Comme ça, on a déjà une vue d'ensemble. Voilà, combien ils ont distribué, combien il reste à distribuer. Donc là, on ouvre ici Market Cap et on voit qu'ils ont distribué 32%. C'est le market cap divisé par fully diluted valuation, c'est ça, ce FDV. Quand ils auront tout, c'est le market cap de quand ils auront tout distribué les tokens, c'est-à-dire une quantité de tokens multipliée par le prix actuel. Donc là, on dit qu'ils ont distribué 32% des tokens. Mais quand on regarde dans les différentes sources plus détaillées, plus sophistiquées, on se rend compte qu'on a des chiffres différents. Alors, moi, j'ai intégré trois sources et c'est marrant que cette thématique tombe aujourd'hui alors qu'on l'avait fixée depuis super longtemps. Et Mm. c'est avant-hier que j'ai fait la mise en prod de deux nouveaux champs qu'on développe depuis une éternité et que maintenant on est enfin en prod dans mes scores, justement. Alors, ce sont des champs qui vont analyser le contenu de chacune des cryptos sur trois sources différentes, c'est-à-dire cryptorank.io, chainbroker.io et dropstab.com.
Donc, sur chacune de ces sources, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme distribution future. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis sur Hyperliquid. Eh bien, la prochaine distribution, ce sera fin novembre 2025. Ouh, on a le temps. Euh, selon CryptoRank. Mais regardez ici, Untracked, il y a 45,2% qui est Untracked, c'est-à-dire une grosse quantité de la supply, presque la moitié, pour lesquelles on n'a pas les dates de libération. Alors des fois, c'est juste que personne ne les a, parce que c'est quelque chose qui devra être décidé ultérieurement par la gouvernance lors d'une votation par ceux qui ont des tokens. Des fois, c'est normal. Mais des fois, c'est juste que la source n'est pas bien renseignée. Donc, je vais voir pareil sur, voilà, par exemple, ça c'est Chainbroker. Alors là, je suis sur une crypto qui s'appelle 5IRE. Et là, on voit les futures libérations, on voit le graphique. Ils ont tous un graphique, normalement. On voit le graphique, on voit où on en est dans le graphique. Et là, c'est assez difficile de voir s'il y a des untracked, mais dans mon import API, moi, j'ai trouvé où c'est, en fait. Donc, on a réellement les untracked sur Chainbroker, mais globalement, ils sont assez bien renseignés. Et on peut voir à quelle quantité, quel prix il y a eu dans les private sales. Enfin, on peut voir plein d'informations. Et puis surtout, on peut voir où on en est dans le graphique et qui va recevoir quoi à quel moment. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième source. Et ma troisième source, c'est Dropstab. Pareil, là, je suis sur Axelar. Les prochains événements, donc c'est le 27 de chaque mois. Il y a un unlock, 1,25% de la supply totale, ce qui fait 1,35% du market cap actuel. OK. Donc ça, c'est les événements de unlock. On peut voir qu'ils ont déjà beaucoup distribué. Donc, si on regarde le chart, en fait, on est déjà presque en haut. Il ne reste plus que les queues de distribution de certains portefeuilles qui en ont déjà reçu beaucoup. Donc là, on voit, il n'y a pas de souci. Et pareil, je traque les untracked, c'est-à-dire ceux pour lesquels ce site ne connaît pas la distribution. Et donc, ensuite, ce que je fais dans la programmation derrière, vous devriez voir la programmation, c'est mouse costaud. On a fait des tonnes de backtesting. Je ne vous raconte pas, c'était un boulot énorme qu'on fait depuis des mois. Et donc, on prend celui qui a le moins de untracked de ces trois sources. Ensuite, s'ils sont ex aequo, par exemple, il y en a deux ou il y en a trois qui ont zéro untracked. Ça arrive, si c'est bien renseigné. À ce moment-là, on prend celui qui a le plus gros pourcentage de tokens déjà distribués. Pourquoi? Parce qu'il arrive très souvent que au lancement du token, le projet, en fait, il ne faut pas oublier, je vais arrêter le partage, il ne faut pas oublier qu'au début d'un projet, eh bien, il y a des êtres humains qui vont remplir un formulaire pour remplir des informations dans des tas de sites web, y compris pour la libération des tokens. Imagine que le projet, il a fait ça en 2021 et qu'entre-temps, il a continué à développer, il a sorti des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux smart contracts, etc. et qu'il faudrait surveiller d'autres adresses. Eh bien, moi, j'ai remarqué avec le backtesting que ceux qui ont le plus petit pourcentage de pourcents déjà distribués, eh ben, c'est généralement ceux qui ne sont pas à jour, qui sont restés avec des infos figées du début du projet et qui ne sont pas à jour avec les nouveautés. Donc, du coup, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche dans la grande majorité des cas. Donc, je prends, parce que moi, je dois automatiser j'ai 8200 cryptos actuellement qui sont mises à jour tous les jours. Donc, il fallait absolument que je trouve une règle qui puisse être programmée. Donc, la règle, c'est que s'ils sont ex aequo au niveau du untracked, eh bien, on prend celui qui a le plus haut pourcentage de tokens déjà distribués. Et après, si ils ont déjà tout distribué ou s'il n'y a pas d'infos dans ces trois sites que je viens de montrer, eh bien, je prends
j'en rajoute 2. Ça fait 5 sources avec CoinGecko et CoinMarketCap, qui ont aussi le pourcent déjà distribué. Et là, je prends le plus élevé de tous les pourcents distribués pour au moins avoir cette info-là. Voilà. Alors, dans la pratique des gens qui nous regardent, comment réaliser ça? Il suffit d'ouvrir les 3 sites web que je viens de citer et d'aller voir, vous mettez dans l'outil de recherche la crypto que vous envisagez d'acheter ou sur laquelle vous envisagez de faire de la finance décentralisée pour confier votre capital à un smart contract. Et donc, vous voulez voir si c'est un projet solide, par exemple, ou vous voulez investir. Donc, dans ce cas, vous allez regarder les 3 sources. Vous regardez qu'est-ce qu'il y a comme graphique, quelles sont les prochaines distributions, quel est le pourcentage distribué. Et vous regardez lequel vous inspire le plus confiance en fonction des règles que je viens de décrire. Voilà, ça, c'est pour aller voir les infos pour déjà connaître les informations. Après, il faut savoir les interpréter parce que selon quel type de portefeuille va recevoir quelle quantité de tokens, certains sont considérés comme des mains faibles qui vont vendre, d'autres sont considérés comme des mains fortes qui vont garder ou en tout cas qui vont rapporter quelque chose en échange. Si par exemple, c'est pour un wallet qui va servir à récompenser la communauté, à récompenser des développeurs qui vont créer des nouvelles fonctionnalités ou à apporter la liquidité sur un exchange supplémentaire qui ensuite va amener plus de clients. Donc, l'idée, c'est que si c'est bien utilisé par le projet, ça rapporte autant que ce que ça coûte. Et dans ces cas-là, il y a certains types de destinataires qui ne font pas baisser les prix. Alors, parmi ceux qui sont les mains faibles, évidemment, il y a la team, l'équipe, elle a eu ça gratuitement en échange de son temps de travail. Il y a les advisors qui ont donné des conseils, il y a les préventes et il y a les VC, les venture capital qui ont acheté très, très bon marché au tout début du projet. Donc là, sur les 3 sites que je viens de vous montrer, généralement, si vous regardez bien, vous allez trouver les prix que ces gens-là ont payés. Et ce sera marqué, je ne sais pas, par exemple, x32, ça veut dire que s'ils vendent maintenant, ils font x32 par rapport au prix qu'ils avaient payé au lancement du projet ou même avant le lancement du projet, du genre il y a 2 ans en arrière. Hein, ils ont patienté 2 ans, ils font un x32, c'est sûr qu'ils vont en vendre une partie. Ils vont récupérer la mise de départ et ils vont prendre des bénéfices. Et s'ils croient au projet, ils vont en garder une partie. Mais il y aura forcément une pression à la vente s'il y a un gros montant qui arrive sur quelqu'un qui fait x32. Des fois, c'est même x200. Hein. Ceux qui ont les libérations, je me souviens, les libérations CoinList sur Solana, c'était spectaculaire. C'était, je ne sais plus combien de milliers, quoi. C'était dingue. Mais bon, ça reste exceptionnel. x32, c'est beaucoup plus fréquent pour les VC ou pour les tout premiers investisseurs. Donc, la deuxième étape, c'est de savoir juger si ça aura un impact sur le prix ou pas. La troisième étape, c'est de savoir se protéger. Donc, il y a un moment, il faut mettre un stop loss. Voilà, c'est pas compliqué. Mais si c'est un bon projet, il va annoncer des news prestigieuses, le lancement d'une nouvelle fonctionnalité sexy ou le lancement, je sais pas moi, sur Binance ou je sais pas, il va annoncer une news prestigieuse juste avant cette libération de tokens. Pour 2 raisons. Primo, il va faire monter le prix avant qu'il chute, hein, histoire qu'on ne se retrouve pas à zéro. Et deuxièmement, il va y avoir des acheteurs en face des vendeurs pour qu'ensuite ça ne s'écrase pas trop. Voilà, donc ça veut dire que si on met un stop loss, on risque de le mettre trop bas. Donc, il faut venir le monter de temps en temps, le stop loss, si le prix monte. De cette manière, quand il y a la libération des tokens, on a un stop loss qui est suffisamment haut pour que la vente se fasse si le prix chute et qu'on ait quand même un prix intéressant. Mais le risque, c'est qu'on se fasse sortir par la volatilité naturelle et que ça remonte ensuite. Pour 2 raisons. La première, c'est que les très bons projets prévoient une deuxième salve de bonnes nouvelles juste après la libération des tokens. Et la deuxième raison, c'est que s'il y a une forte libération des tokens, tous les gens qui étaient enthousiastes pour ce projet se disent « Moi, j'investirai après la libération des tokens ». Et ils attendent quelques jours après la libération, ils voient que le prix tient le coup ou a un peu baissé, ils se disent « Bon, alors j'investis maintenant ». OK, le prix a un peu baissé, vous vous êtes fait sortir par le stop loss. Les autres, tous les gens qui étaient bullish sur le projet et qui attendaient la libération investissent.
Et boum, le prix explose et vous êtes plus dedans parce que vous êtes fait sortir par le stop loss. C'est galère parce qu'au moment où on met le stop loss, il faut savoir quel écart on laisse entre le stop loss et le prix actuel. Et c'est toujours un compromis parce que si on met si on met le stop loss tout proche du prix, eh bien, on va se faire très facilement sortir. Et si ça remonte, on n'est plus dedans. Si on met le stop loss trop loin du prix, ben, on va vendre à un prix plus bas. On bouffe une partie de nos bénéfices. Et il n'y a pas de solution miracle. Point final. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, pour mitiger et puis s'en sortir le moins mal possible, si c'est sur un gros montant, sinon je ne me fatigue pas, hein, mais si c'est sur un gros montant, un gros pourcentage du portefeuille, alors je sépare en deux, je choisis deux écarts différents et je mets non pas un stop loss, mais un trailing stop qui va monter en même temps que le prix automatiquement, même si je suis en train de dormir. Voilà. Donc ça, c'est les différentes étapes. Première, bien comprendre la réalité factuelle. Deuxième, savoir évaluer si c'est grave. Et troisième, savoir se protéger. Voilà. Il faut que je boive de l'eau là. J'ai beaucoup parlé. Au suivant. Merci beaucoup Chantal pour ces explications. Effectivement, tu as entièrement raison. Alors, je vais venir appuyer tes, tes astuces avec, avec des cas, au final, on va dire, entre guillemets, un peu plus concrets. Ouais. Notamment, tu te souviens de la libération des sols en 2021? C'était en décembre 2020. Ouais, ouais. C'était monstrueux. C'était monstrueux et ils en ont créé des millions de sols en l'espace d'une journée, je crois. Ouais. Et ça n'a pas impacté le prix du token. C'était, Exact. ça a même augmenté juste après. Donc c'était assez fou. C'était Euh, justement le cas où plein de gens étaient bullish et attendaient cette libération pour pouvoir enfin investir. C'est pour ça. Et en plus, le prix était encore très bas. Et les VC, ils savaient que ça allait exploser. Le prix était trop proche de ce qu'ils avaient payé eux, en fait. Donc, attends, je vais montrer exactement ce que tu es en train de dire en visuel. Partager. Alors, sur CoinMarketCap, pour certaines cryptos, il y a ici un onglet Token Unlocks. Tadadam. Regardez-moi ce graphique-là. Donc là, Dimitri parle de cette libération-là. C'était, attends, décembre. Ah, mais tu as raison, c'était le 3 janvier. Ah ouais, je crois que c'était décembre. Ok. Donc, tu as raison. Et donc, le 3 janvier 2021, regardez-moi ce mur de libération. Il y a des gens maintenant qui disent, ouais, il y a des libérations, Solana. Ouais, il y a eu une distribution FTX, je crois. Je sais plus. Il y a eu un truc récemment avec Solana, mais c'était des petites quantités. Le mur, il était ici, avant la bulle. Et si on regarde ce qui s'est passé donc le 3 janvier 2021 sur le prix, pardon, on va y arriver, voilà. Le 3 janvier 2021, voilà, vous voyez, rien du tout. Rien du tout. Vas-y, continue, Dimitri. Donc ça montre quand même que la libération de tokens peuvent avoir une influence négative, mais aussi positive. Du côté négatif, j'ai un cas concret avec Illuvium. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler, Chantal. Ouais, ouais, ouais. Très Euh, bon, très bon, très bon jeu dans le gaming. Très bien, Illuvium. Ouais, Illuvium. Alors Illuvium, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu Web3. Donc en fait, on va venir connecter un portefeuille et puis on va venir acheter des personnages, des goodies qui sont en fait en NFT pour un peu à la Fortnite, équiper notre avatar. Et sur Illuvium, Illuvium, lorsque le projet il a été lancé, le token il a explosé. Sauf que, bon, il y a eu une retombée, ça c'était en 2021. Puis après, on a eu
le bear market. Et puis bah, là, avec la hausse récente, le token n'a pas forcément explosé. Voilà, le Chantal vous montre, le token n'a même pas trop explosé, alors que Bitcoin, et Solana et ETH, eux, ils ont pris parti. Et on peut voir que, au final, ce qui a fait que, il n'a pas explosé, c'est parce que ils ont libéré énormément de tokens depuis la fin du bull run précédent. Et ça, on peut le voir donc avec les scores de Chantal, comme elle vous le montre, mais on peut aussi voir sur CoinGecko avec la différence entre la capitalisation boursière du token et, euh, et son prix. On peut Mais voir tu que, sais, Dimitri, tu sais que c'est justement parce que j'en avais marre de regarder, justement, je switchais du prix au market cap pour voir la différence. Et ben ouais. du coup, j'ai fait l'un divisé par l'autre et c'est comme ça que je crée cette courbe bleue, hein. Ah, bah voilà, voilà, vous avez l'astuce. Voilà, vous avez l'astuce. D'ailleurs, c'est marqué hein, que ici, powered by CoinGecko, yes. Donc, oui, c'est ça. Donc, peut-être tu veux prendre le partage d'écran pour montrer ça? Oui, ouais, je vais Vas-y, le montrer, effectivement. vas-y. Parce Alors, que c'est vrai, on voit bien, ça plombe, cette distribution, elle plombe le prix petit à petit, comme de nager à contre-courant et qui va tellement fatiguer le nageur que finalement, il avance pas, quoi. donc on est sur Illuvium, donc là je suis sur CoinGecko. On peut voir que donc ça c'est son prix. On peut voir Ouais. qu'il a explosé et puis après il est retombé. Ici on peut voir qu'il y a eu une récente, enfin on a eu une hausse. Puis après bon bah il s'est cassé la figure. Mais quand on regarde la capitalisation boursière à son pic en 2021, on était à 852 millions, voire même 964 millions d'euros. Je parle en euros là. Et, euh, et quand on regarde ici, la capitalisation boursière était presque au même niveau. Sauf que son prix, on peut voir que son prix, bah, il est 10 fois, il est 10 fois inférieur à son ATH. Sur la TH, on était à 1006 et là, on est arrivé à 137. Donc, on peut voir que c'est quand même vachement flagrant et ça, très peu de personnes le connaissent et très peu de personnes regardent la capitalisation boursière. Et pourtant, la capitalisation boursière, c'est très simple. C'est la quantité de tokens multipliée par son prix. Ouais. C'est tout. Donc c'est pour ça que le seul élément qui pourrait indiquer cette hausse de la capitalisation boursière, c'est la quantité si le prix n'augmente pas. Voilà pour cette explication et bah, Chantal vous a donné une très bonne astuce pour le savoir. Mais sinon, vous pouvez regarder le graphique, vous comparez les deux graphiques et vous verrez. Voilà. Excellent, ouais. On clique sur cours, on clique sur capitalisation boursière, on reclique sur cours, etc. Et on voit où c'est que c'est divergent. Des fois, c'est juste un endroit précis que c'est divergent. Des fois, c'est juste à un endroit précis que c'est divergent. Et c'est là où il y a eu une grosse libération. Mais là, dans Mais le cadre de Illuvium, c'est une libération permanente. Euh, ouais, mais il y a des fois où c'est très, enfin on le voit peu, on le voit très très peu. Donc ça veut dire que la team a su gérer cette libération convenablement en fonction des nouvelles fonctionnalités aussi, pour attirer de plus en plus d'utilisateurs et d'investisseurs. Et il y en a d'autres, bah, comme Illuvium, où là c'est pire que flagrant. Là. ouais. Voilà. Donc voilà, je voulais vous partager ces deux astuces. Je trouve que c'est ultra intéressant. Et si vous voulez compléter la data sur la supply, parce que des fois, ça peut ne pas être facile de l'obtenir. Alors, avec les scores de Chantal, on les a, mais vraiment, enfin, c'est très bien détaillé. Mais des fois, c'est vrai que tu ne peux pas les avoir. Et du coup, moi, je complète toujours mon analyse avec bah, la data en temps réel.
Et ce que je fais, c'est que je vais sur un site qui s'appelle chart.cointrader.pro. Et en fait, on a la data en direct de la supply du jeton. Donc là, je suis sur Bitcoin. On va voir, bon, bah, Bitcoin, voilà, c'est très propre. Mais par exemple, bah, si je vais sur le cas de l'ILV, je vais dans la catégorie supply. Et là, bon, je vais dézoomer un petit peu. Enfin, je vais zoomer un peu plutôt. Et là, on a la data en direct de combien de tokens on a de délivrés sur ce fameux token. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, bah, voilà, on l'a en direct sur un graphique. Donc, franchement, ça peut être intéressant de compléter tout ça quand on a de la data manquante, par exemple. Génial. Tu peux répéter, s'il te plaît, le site, je ne le connais pas. Donc, c'est chart.cointrader.pro. Voilà, chart, Et- charts.cointrader.pro. Ok, je l'ai noté. Super, merci. Bon, ça, c'est Voilà. bien pour les recherches à la main, mais moi, mon besoin, c'est plutôt d'automatiser les scripts. Oui, oui, mais bien Mais sûr, bien après, sûr. c'est vrai que si des fois, quand j'ai des infos contradictoires, j'ai envie d'aller voir dans la blockchain. Avant, j'allais voir dans Messari, mais Mhm. ils avaient très peu de cryptos qui étaient connectés directement à la blockchain. Du coup, ils prennent des infos chez quelqu'un d'autre et du coup, je retrouve chez eux les mêmes erreurs que je retrouve chez certains. Enfin, voilà. Autrement, il y a DeFi Lama. Oui, DeFi Lama, il a beaucoup de choses qui sont directement sur la blockchain. Est-ce qu'il a l'inflation? Non. C'est Into the Block qui a l'inflation. C'est Into the Block, ouais. Je crois pas que DeFi Lama il a l'inflation. Tu l'as vu? Je ne me rappelle pas. Je crois pas. je jette un œil. Tu me mets un doute du coup. Ouais, ouais, jette un coup d'œil. Pendant ce temps, je vais montrer Illuvium. Illuvium qu'on regardait tout à l'heure, hein, et de nouveau à l'instant sur l'écran de Dimitri. Donc ça, c'est mes nouvelles lignes. Et alors là, Illuvium, je voulais dire, gardons espoir parce que ils vont distribuer dans les 3 mois qui viennent, ils vont distribuer seulement 5%, 5,4% de tokens en plus. Et carrément, sur l'année qui vient, ils vont distribuer 5,4% de tokens en plus. Et ils ont déjà distribué 77%. Donc, euh, donc ça, c'est selon Chain Broker, qui est la meilleure source parmi les trois, en fait. Et ça veut dire que la distribution va se calmer sérieusement et bon, ça prend du temps à charger. La distribution va se calmer sérieusement et du coup, ça pourrait laisser monter le prix. Alors, monter le prix, oui, à condition qu'il soit dans un narratif qui est sous les feux des projecteurs. Le gaming, il y a un moment, ça va exploser, mais en ce moment, il est dormant. Quoique, attends, je regardais tout à l'heure sur Mindshare. Mindshare, voilà. Le gaming, c'était le seul. Attends, non, il y avait la DeFi aussi. Alors, le gaming, il est monté il y a 3 mois et il y a 2 mois, mais vraiment beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, du genre plus 500% de Mindshare, ça veut dire de temps de cerveau des gens qui communiquent sur les réseaux. Et par contre, sur le mois qui vient de s'écouler, non, ça a pas tenu. Regarde, ça va te faire plaisir, Dimitri. Le seul qui est vert sur tous les time frames, c'est la DeFi. Et si on descend dans les plus petites quantités, c'est les derivatives, qui sont Ch- finalement Ch- assez proches de la DeFi. Chantal, on voit pas ton écran. Mais non, je croyais qu'on le voyait. Merci Non. de me dire. J'ai pourtant cliqué. Voilà, super. Désolée. Donc là, je montrais ceci. Ensuite, je montrais ceci. Voilà. Il y a Future Libération 5,4%. Ensuite, j'ai cliqué là-dessus pour ouvrir Chain Broker qui apparemment a du mal à s'ouvrir. Ouais, ben, ils sont en panne. Voilà, tiens, on va relancer. Ah ben voilà, ils ont réussi. Et on peut voir que la libération, elle est presque finie. En tout cas, elle se calme au niveau des volumes. Il n'y a pas de nouveaux portefeuilles qui viennent recevoir les tokens. Donc, si le gaming revient sous les feux des projecteurs, eh Hmm. bien, ça pourrait faire exploser tous
les tokens du gaming. Et comme eux, ils ont déjà distribué 77% et que la distribution se calme, le peu qui reste va être distribué sur une longue période, probablement, il faudrait vérifier en regardant les sources, eh bien, du coup, ça va les laisser monter, à condition qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités qui fassent des effets d'annonce. Et dans ces cas-là, je regarde GitHub. Ils ont fait seulement 57 commits en un an, c'est misérable. C'est tout petit. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir d'effet d'annonce. Ce n'est pas bon pour eux. Je pense que voilà, ils ont beaucoup développé pendant le bear market, mais s'ils n'ont pas de nouveautés, là, ça ne va pas faire d'effet d'annonce. Donc, Mm. peut-être que le jeu est génial. Ah bah, à ce moment-là, il faut voir sur Dapradar. Tu as déjà joué à Illuvium, toi? Ah, ouais, ouais, j'ai déjà joué et franchement, le jeu, il est vraiment propre. Ah, génial. Il est Donc, sur vraiment bien. Dapradar, ça, c'est pour voir si. Ah, mais qu'est-ce que je tape Dapradar? Je voulais taper Illuvium. Illuvium, c'est. On va y arriver. C'est pour voir si la DAP est réellement utilisée. Parce que le Illuvium qui est dans les tokens, il ne m'intéresse pas. C'est les mêmes infos que CoinGecko, ce n'est pas intéressant. Mais le Illuvium ici, vous voyez, je reconnais le logo en fait. Le Illuvium qui est ici, lui, c'est la DAP, c'est le jeu lui-même. Donc, par exemple, pour un DEX, pour faire un site pour faire des exchanges décentralisés, un DEX, ce sera très intéressant de regarder aussi sur Dapradar parce que sur CoinGecko, vous verrez le volume sur le token, mais sur Dapradar, vous verrez le volume sur l'utilisation des smart contracts, du protocole du DEX. Donc, c'est complémentaire comme info. Donc ici, donc ça c'est le jeu. Ils ont changé l'affichage, hein. Si vous connaissiez déjà d'après-d'art, vous aurez beau scroller, vous ne trouverez pas grand-chose d'intéressant. En fait, si, là quand même, mais souvent le UAW, qui est celui qui m'intéresse le plus, souvent il est sur Analytics. Il y a plus d'infos sur Analytics. Donc là, j'ai tendance à mettre sur 30 jours parce que moi, je ne fais pas du trading, je fais de l'investissement. Et puis là, si on regarde une vue d'ensemble, je clique sur All. Eh ben, et au niveau du nombre de joueurs, 5 par jour, 4 par jour, c'est un peu galère. Bon, peut-être que s'ils étaient très actifs sur GitHub, je dirais, ah, c'est peut-être Dapradar qui n'est pas à jour. Mais comme ils ne sont pas actifs sur GitHub, je me dis, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. C'est vraiment que le nombre de joueurs décroît. Donc, UAW, c'est Unique Active Wallet. Si on prend par exemple sur 3 mois, et que quelqu'un va jouer tous les jours, il comptera que comme une personne. Mais on voit quand même que voilà, c'est un jeu qui, pour le moment, n'attire pas les foules. Donc voilà, je pense que c'est pas une bonne opportunité à l'achat, mais si le gaming revient sur le devant de la scène et si Illuvium sort quelque chose qui fait un effet d'annonce, alors oui, il pourrait beaucoup plus facilement exploser qu'avant, puisqu'il a déjà distribué une bonne partie des tokens. Et surtout, ce qui me fait dire ça, c'est les 5% en une année. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 5% en une année. Voilà. Donc, j'arrête le partage sur Illuvium. Je suis quand même choqué quand même des statistiques. Je les avais pas vues comme ça. Punaise. Ouais, 5 utilisateurs par jour. ouais, Oh, c'est que ouais, dalle. C'est vraiment que ouais, dalle. c'est vrai. Mais est-ce que ces données sont fiables sur Dabradar? Excellente question. Parce que c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour la distribution de la supply. Il se peut très bien qu'au début du projet, il y a quelqu'un qui a rempli un formulaire, etc. Et que depuis lors, eh bien, ça n'a pas été mis à jour. Et que du coup, Dapradar regarde une partie seulement des joueurs parce qu'il regarde qu'une partie des smart contracts ou du protocole. Euh, c'est quelque chose dont je me méfie beaucoup dans mes outils. Là, je suis en train de développer d'AppRadar. Je viens avant-hier de finir de rédiger toutes les spécifications pour les développeurs. Euh, je l'ai déjà en collecte. C'est juste que j'ai pas encore le scoring. Euh, je ne, on va dire, je ne fais aucune statistique s'il y a moins de 10 joueurs déjà, parce que je me dis il y a trop de probabilités que ça soit pas à jour. Alors, ce que je fais quand je fais une vérification manuelle, si je vois que le GitHub est actif,
et a été très actif quelque part durant l'année, je me dis peut-être que Dapradar n'est pas à jour. Mais si je vois que le GitHub est inactif, je me dis c'est juste que le projet n'est pas dynamique. Alors Mm, après, il y a aussi un très bon outil pour le voir, c'est le nombre d'abonnés Twitter. Si le nombre d'abonnés Twitter augmente fortement, alors il y a des chances que le nombre de joueurs augmente aussi. Mais là, c'est à peu près plat, hein, tu vois, le nombre mm, d'abonnés Twitter de Illuvium. Donc, je pense que Dapradar est bien connecté et que c'est vraiment Illuvium qui va pas très bien. Si vraiment je suis motivée à acheter une crypto, puis que je me dis, mais c'est peut-être que Dapradar n'est pas un jour, à ce moment-là, je vais questionner directement l'équipe du projet. Donc déjà, je vais aller voir, parce que généralement, elle va s'en vanter si elle a le nombre d'abonnés, le nombre de joueurs qui monte. Il va y avoir des statistiques quelque part. Je vais regarder sur son médium où elle va raconter la progression du dernier trimestre, etc. Et elle va dire le nombre de joueurs, ce genre de trucs. Donc, là, il y a moyen de chercher l'info en 5-10 minutes, on la trouve mm. si elle est facile d'accès. Si elle n'est pas facile d'accès, je clique sur Telegram, je pose la question à l'administrateur du groupe Telegram. Sur quelle URL, il faut demander en anglais, hein, sur quelle URL est-ce que je peux voir l'évolution du nombre de joueurs ou le nombre d'utilisateurs du protocole? Et généralement, il va m'envoyer vers le site web. Ils se foulent pas, les mecs, je peux te dire. Et dans ces cas-là, je pose une question très précise qu'il n'a plus qu'à faire un copier-coller. Et je lui dis, auriez-vous l'immense gentillesse de transmettre ma question à votre équipe? Ça me rendrait grand service. Et là, il me répond avec des petits cœurs. Oui, oui, volontiers, je le fais tout de suite. Il suffit de savoir leur parler à ces gens-là. Et surtout, leur faciliter la vie avec un message qu'ils n'ont plus qu'à copier-coller. Je mets entre Mm. guillemets. Auriez-vous la gentillesse de transmettre ma demande et ouvrez les guillemets, machin. Et ils font un copier-coller et voilà. Et puis, je me mets une alarme. Et puis, une semaine plus tard, je vais relancer le mec. Est-ce que tu as reçu une réponse? Ah oui, c'est vrai. Attends, je vais te la copier. Hein. Voilà. Mais ça, il faut que je sois très motivé. Évidemment, pour 8200 cryptos, je peux pas le faire, je peux pas faire ça. Ouais, non. Si c'est une crypto que moi, je veux acheter, mais là, je fais des heures et des heures d'études avant d'acheter une crypto. Donc là, ça vaut la peine. Et en plus de ça, des fois, ça me permet de me rapprocher d'une équipe, ça me permet d'aider une équipe, parce que des fois, je donne des conseils à des équipes projet, tu vois. Vous devriez remplir tel formulaire parce qu'à tel endroit, vous perdez des points parce que vous n'avez pas déclaré l'audit. C'est trop bête. Puis ils me Bah remercient, oui. puis ils le font, puis ils m'envoient des petits cœurs. Donc franchement, tout va bien. Non, mais attends, on est en train de construire un nouveau monde, il faut qu'on s'entraide. Ah oui, bah, bien sûr. Ouais, Bien ouais, sûr, ça. Non, mais tu as entièrement raison. Et en tout cas, il y a effectivement la quantité de tokens à vérifier, mais il y a toute une analyse fondamentale et globale à vérifier avant d'investir sur un token. ouais. Il y a pas que la dilution des tokens à voir. En tout cas, si vous avez des questions durant tout ce live, n'hésitez pas sur le chat. On se fera un grand plaisir d'y répondre. Nathan aussi, si tu as des questions pour nous, ce serait avec grand plaisir. Bah là, pour l'instant, il n'y en a pas, mais effectivement, on invite les personnes qui nous regardent actuellement à en poser. Si vous voulez en poser, profitez-en, hein. Il y a le menu questions et réponses qui est très bien pour nous là, pour les suivre et y répondre au fur et à mesure. Donc allez-y, hein, posez des questions par rapport à ça ou même à autre chose si vous voulez. Mais profitez d'avoir Chantal et Dimitri. Profitez de ces moments-là pour pouvoir interagir, pour pouvoir échanger. Voilà, encore une fois, il y a le sujet du jour, mais vous pouvez aussi poser des questions sur autre chose si vous avez envie, si vous n'avez pas forcément de questions sur le sujet de ce workshop, parce que on a une actualité qui est encore une fois est brûlante en ce moment. C'est même, Explosif, je dirais. ouais, je dirais même what the fuck. C'est là le week-end a été le week-end et ce lundi ça a été assez incroyable, ouais, assez incroyable. Donc voilà, profitez-en si vous avez des questions. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous je sais pas, qui ont vécu bah, justement des variations de la supply sur un jeton et qui l'ont ressenti concrètement sur leur investissement. Peut-être que c'est arrivé.
et que vous pouvez en parler. Ou sinon, bah, Dimitri, Chantal, je sais pas si vous avez des anecdotes concrètes par rapport à ça à raconter là aussi sur des libérations que vous auriez vécues. Alors tu l'as un peu fait tout à l'heure, Dimitri, mais voilà, s'il y en a d'autres marquantes. Ouais, volontiers. Il y a la situation, par exemple, où on est très contrarié de ne pas pouvoir recevoir les tokens parce que le prix est bien monté, mais le fait qu'on les ait pas reçus ou que la plupart on les ait pas reçus, parce que ça vient progressivement, peut tout à fait nous obliger à les garder jusqu'à la pointe de bulle ou quasiment, et ensuite, du coup, on les vend beaucoup plus cher. Donc, il y a des cas où finalement, quand on est coincé par une libération progressive des tokens, ça peut être positif. Là, en ce moment, on est déjà en 2025, on est en mars 2025. Le point de bulle est supposé être quelque part en 2025 ou plus tard début 2026. Et comme la distribution des tokens est généralement sur plusieurs années, quand on achète en pré-vente un token qui n'est pas encore sorti, eh bien, ça veut dire que quand même la plupart des tokens, on risque bien de les recevoir après la pointe de bulle, quand on sera en plein dans la descente. Donc, moi, je suis pas très motivée à acheter en pré-vente actuellement. Surtout que quand tu es en pré-vente, tu sais pas quand le token va être réellement lancé. Hein. On a eu le cas, par exemple, avec Peak, qui devait être lancé l'été dernier, mais finalement, ils ont reporté jusqu'à un moment où ils pouvaient faire un lancement bénéfique au projet. Ils ont eu raison hein, en matière de gestion de projet. C'est juste que le, la distribution des jetons débute après le TGE, Token Generation Event, après le lancement du token sur le marché secondaire. Donc, nous qui avons investi sur CoinList, du coup, ça nous retarde. Mais c'est pas grave. La distribution était suffisamment courte dans le temps pour que ça soit intéressant quand même. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour préciser que CoinList a vraiment ma préférence. Parce que moi, je suis spécialisée vraiment sur les cryptos spot sur le marché secondaire. Parce que quand une crypto n'est pas encore lancée, j'ai pas assez d'infos pour remplir mes statistiques. Donc, je me suis vraiment spécialisée sur ce qui est sur le marché secondaire. Parce que là, j'ai toutes les infos. Euh, donc, quand il s'agit d'analyser une crypto en pré-vente, on manque de données factuelles. On doit se baser sur les documents marketing du projet et espérer qu'ils ont mis la vérité dedans et qu'ils réalisent vraiment ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Mais du coup, c'est quand même c'est nettement plus aléatoire. Et moi, de par mes origines de mon fonctionnement cérébral, moi, ce que j'aime, c'est ce qui est factuel. Les opinions ou les promesses en l'air absolument pas prouvées, ça me fait beaucoup moins d'effet. Même si c'est très, très sympa, génial à discuter pour s'enthousiasmer, mais s'il s'agit de faire un achat, je veux des informations plus factuelles. Donc, d'une manière générale, je ne suis pas très branchée à ICO. Oui, j'avais participé à Terre-Noire et ça a très bien réussi en termes de gains à l'époque. Donc, c'était le CAPS, hein, les capsules temporelles, là, très intéressant comme projet. Même s'il est un peu franco-français, j'espère qu'ils vont s'internationaliser. Mais j'ai trouvé personne sur le même use case qui fasse mieux qu'eux. Donc, ça, c'était une anecdote d'une ICO auquel j'ai participé. Mais autrement, hum, j'ai remarqué que CoinList fait des choix, mais excellents. Et donc, dans mes outils, bon, ça apparaît pas sur les PDF actuellement, mais je pense que bientôt je vais le faire apparaître. Une crypto qui a été lancée par CoinList, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils en font quelques-unes par année, ils n'en font pas tant que ça, hein, CoinList. Une crypto qui a été lancée par CoinList, en général, elle réussit super bien. C'est vraiment une crypto de haut niveau. Donc, je veux leur mettre des points. En tout cas, moi, dans mes fichiers Excel de récap que je mets à jour automatiquement en un clic grâce à ma base de données, eh bien, j'ai rajouté ça. Comme ça, je peux mettre de temps en temps un filtre sur CoinList. Et j'ai beaucoup d'estime pour CoinList. Donc, si je voulais acheter en pré-vente, je choisirais CoinList. C'est vraiment mon préféré. En deuxième, Binance Labs, Binance, non, Binance Ventures. Ce que Binance Ventures achète et qu'en plus, ils lancent avec leur Launchpad, Binance Launchpad. Si on a les deux à la fois,
Là, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Mm. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à la question des préventes et de la distribution de la supply. Autrement, je peux vous proposer de faire un petit scénario supply, si ça vous dit. Avec Vraiment, plaisir. il n'y a pas des questions. Ok. Alors, là, j'ai mes. Alors, partagé. Bon, ça fait déjà quelques heures que j'ai fait la mise à jour, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est. Là, j'ai mes 8200 cryptos que j'ai mis à jour aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça. Mais euh, là, je vais mettre un filtre sur les plus récents. Les plus récents sont toujours les plus sexy. Alors, on va commencer par ceux de 2025. Donc, c'est juste pendant 2 mois. Et parmi ceux-là, ceux qui ont déjà distribué, on va dire attends, déjà, je vais virer les mêmes. Regarde cette colonne même. Alors, je vais virer tous les mêmes. Ok, je prends que les vides. Du coup, il ne reste plus que 238 qui se sont lancés en janvier-février et qui ne sont pas flagués comme mêmes. Ensuite, ceux qui restent, euh, il y en a des qui se lancent par principe à 100% déjà distribués, dans la colonne ici. Mais Mhm. il y en a plein qui ont distribué très peu, hein. Ceux qui sont rouges et roses, ils ont distribué moins de 30% de la supply. Ce qui est normal, hein, voilà, il faut bien les distribuer progressivement. Et comme ils sont tout nouveaux, ils viennent de commencer la distribution. Donc, c'est un petit peu casse-gueule. Donc là, je vais mettre un filtre pour ceux qui ont distribué au moins supérieur ou égal à 50%. OK, il n'en reste plus que 136. OK. Et là, je vais les mettre par gauche principale, la plus haute en haut. Ça, c'est le genre de truc que j'adore faire au réveil et au coucher, hein. C'est mon petit sucre, hein. J'adore étudier les nouvelles cryptos. Alors, Alon, je l'ai regardé tout à l'heure. En fait, c'est un mème, malheureusement, et c'est juste qu'il n'est pas encore tagué. Donc, ça, c'était Fantôme. Il s'est renommé Sonic. Il a une excellente note. Ouais, lui, il est intéressant. Bon, il est déjà à 2,3 milliards de market cap. Donc, il ne va pas faire fois 1000 dans les 3 mois. Ceux qui sont orange, ils ont moins de 100 000 dollars de transactions par 24 heures. Du coup, on risque de manquer de liquidité. Donc, je vais masquer. Donc, je veux ceux qui sont supérieurs ou égaux à 0,1 pour avoir au moins 100 000 dollars de transactions par 24 heures. Voilà, il en reste quand même 53, hein. 53. Les meilleurs sont en haut selon mes filtres. Mais si j'ai même pas de gauche sécurité, quand même, hein, c'est vraiment une crypto. Alors, c'est généralement, si j'ai pas les infos dans sécurité, c'est généralement qu'elle est dans une blockchain inconnue ou alors qu'elle elle a vraiment rien fait au niveau sécurité et que il n'y a rien à juger parce qu'il n'y a rien tout court. Et puis qu'elle n'est pas disponible dans mes outils habituels. Donc, je vais enlever ceux qui n'ont pas de notes en sécurité parce que c'est pas jouable, c'est pas investissable. OK. Donc, 46. Et là, on parle de supply. Pourquoi j'ai commencé par faire le filtre de ceux qui ont déjà distribué au moins 50%, hein. Euh, Après, ça devient intéressant de filtrer autrement. On peut voir, alors, vu qu'on est dans l'année de la bulle, la gauche communication est spécialement importante. Et parmi les cryptos, c'est Twitter qui est spécialement important. Donc, si j'en veux une qui a le nombre d'abonnés Twitter qui est monté, non pas en 30 jours, parce que tous ceux qui se sont lancés courant février, ils n'ont pas encore vécu les 30 jours. Et bon, des fois, j'ai un graphique qui vient antérieur, parce que j'avais déjà commencé à prendre des données auparavant. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas que si c'est vraiment une nouvelle crypto, hein. Si on prend par exemple Fantôme, évidemment, comme c'est un rebranding, ben,
J'avais déjà la courbe. Mais alors, si on prend sur 7 jours, ceux qui ont... Alors, je vais simplement prendre... Attends. Déjà, je vais garder que... Ouais, on va simplement prendre ceux qui ont ici le plus grand, du plus grand au plus petit. Voilà. Alors, les vides vont arriver en haut. Je vais faire comme ça pour les masquer un peu. Voilà. Voilà. Donc, parmi ceux qui sont verts, là, donc qui ont eu une augmentation, tous ceux-là ont eu une augmentation du nombre d'abonnés Twitter sur 7 jours. Voilà. C'est-à-dire ceux-là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alon, bah, c'est un même, pas, ça ne m'intéresse pas. Sonic, toujours très intéressant. Celui-là, il n'est pas du tout intéressant parce que c'est juste une copie de Solana dans une autre blockchain avec un bridge, mais il a juste le prix de Solana, donc il n'est pas intéressant. Elma, hein, tiens, je ne connais pas. Intéressant. Celui-là, il est minuscule. Monerium, euro. Ah, zut, c'est un stablecoin, donc c'est pas intéressant. Alors, attends, on va faire un filtre. Un filtre numérique supérieur ou égal à au moins 60. OK. Il n'en reste plus que 32. Et puis, si je me prends les meilleurs, non, ici, ceux qui ont le plus de succès, hmm, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Et on essaie de trouver une petite pépite. Onto, Onto DeFi. Euh, DeFi. oui, c'est bah oui, tu sais, finance décentralisée couplée avec Oui, l'intelligence artificielle. Ils surfent sur la vague Ondo. Je ne pense pas que ce soit le projet Ondo qui a lancé ça. ouais, Euh, je me suis. Ouais. regarde, on va voir, on va aller vérifier. CTRL C, c'est toujours intéressant. Tac, CTRL V, Enter, on va tirer. Mais j'adore faire des scénarios. Voilà. Donc là, il a été lancé par... On va voir s'il a été lancé par Ondo. Bah non, c'est un autre site web, tu vois. Hmm. Mais ils se sont construits par-dessus Ondo, c'est pour ça. Sur la blockchain Ondo? Ils se sont DeFi Tools paired with Ondo USD. Ils utilisent, ah voilà, ils utilisent les outils de Ondo. Ok. Donc du coup, Oh. ils profitent du nom Ondo, mais c'est pas le projet Ondo qui a fait ça. Mais ils ont quand même 78%, 78%. Le nombre d'abonnés Twitter qui monte. Ils ont bien survécu à cette période difficile. Tac, ouais. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui de supply, ils ont déjà distribué 100% des tokens. Prochaine libération. Oula, attends, il y a un truc très intéressant là. Un truc super intéressant. Sur 3 mois, zéro token à libérer. 100% est déjà distribué. Mais en janvier 2026, il va y avoir une énorme libération. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que leur smart contract permet d'imprimer à l'infini, je pense. Alors, ce que je Ah, fais dans ce cas-là, il y en a plein, bah, comme Ethereum par exemple, hein, qui permet d'imprimer. oui. Son smart contract, sa programmation permet d'imprimer à l'infini. Donc, dans ce cas-là, j'ouvre CoinGecko et CoinMarketCap et je regarde s'il y en a au moins un des deux. Oh, il me l'a ouvert en euros, lui. Attends, je vais me remettre en dollars. De temps en temps, quand j'ai la version francophone, des fois, il ouvre en euros alors que je ne lui ai rien demandé. OK. Alors, ici, si on regarde offre max, voilà, tu vois, il n'y a pas de max. Euh, et si je regarde ici, il y a un max. Ouais. Et donc, il y en a un des deux dans ces cas-là. Si je soupçonne que c'est une distribution à l'infini, il y en a un des deux, des fois l'un, des fois l'autre, qui montre qu'il n'y a pas de max.
Voilà, offre max. Sur CoinGecko, ils mettent même le sigle infini. Là, ils mettent juste qu'ils n'ont pas l'info. OK. Donc, si on reprend le Hondo AI, il va distribuer une grande quantité de tokens. Mais attends, mais il va carrément faire x10, hein, plus 1600%. Il va faire x16. x16 le nombre de tokens dans une année. C'est n'importe quoi ce truc. J'ai jamais vu ça. x16. Ah, mais Ok. oui, ça fait penser à la distribution de Solana le 3 janvier dont tu parlais tout à l'heure. Ben, là aussi, ils ont peut-être fait x16. Ouais, Donc, mais là, c'est quand même, OK. c'est quand même étrange. Alors, là, il y a eu une monstre distribution en janvier, fin janvier. Et là, ben, il n'y a pas. OK. Alors, token unlocks futur. Février, février. Ouais, c'est des tout petits montants. Mais alors après, il faudrait aller trop loin. Ah, voilà. 2026. J'ai vu en 2026. Voilà, 24 janvier 2026. Mhm. Ouais, j'ai pas très bien compris. Ah Bah, ouais, c'est c'est que vrai que 8%. 8,33% au lieu de 0,8%. Mhm. C'est Hop, hop, étrange quand hop. même. Et c'est étrange là. Bah, tu sais, je viens de mettre ça en prod avant-hier. On a fait des tonnes de backtesting, mais on dirait que là, il y en a un qui mériterait un peu plus de backtesting. Bah, c'est peut-être parce que à cause de ce côté illimité qu'il va falloir qu'on gère dans notre programmation. Donc là, on est sur Ando, DeFi, futur libre sur un an, plus 1,666% à vérifier avec David. Voilà, je ferai ça dans ma prochaine réunion avec David. Je te raconte pas les heures de backtesting qu'on fait. Je C'est peux c'est comprendre. compris. C'est un Mais moi, boulot monstrueux. j'adore ça, tu sais. Euh, ce matin, je me suis réveillée trop tôt, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. J'étais me brosser les dents, je me suis préparée, j'ai fait mon petit déj, je me suis mis devant l'ordinateur, je dis ah, zut, c'est 02, j'ai 2 minutes de retard pour ma réunion, j'ai allumé tout et je me suis rendu compte que j'étais 4 heures trop tôt. 4 heures trop tôt. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il faut dire ici, il y a 4 heures de décalage horaire par rapport à d'où je viens. Je suis arrivée hier à Dubaï, donc voilà, ça doit expliquer ça. Mais j'ai dû rêver que c'était l'heure de me lever et puis que le réveil venait de sonner. Et puis alors, en fait, pas du tout. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais écluser un peu toutes ces horribles choses que j'ai sur ma to-do list. Et là, j'ai découvert une nouvelle source de données et j'ai passé des heures à rédiger le développement de cette nouvelle source de données. J'adore ça. J'adore ça. Moi, je peux me relever au milieu de la nuit pour faire ça. C'est comme, tu sais, imagine le gamin qui peut décrire au Père Noël exactement qu'est-ce qu'il voudrait créer comme jouet. Et ben, Ouais. c'est ce que je vis avec mes développeurs. Tu vois, parce que moi, mon ikigai, c'est le scoring. Et j'ai des développeurs qui me réalisent exactement ce que je veux. Donc, j'ai plus qu'à décrire. Et moi, avant d'être dans la blockchain, j'étais pendant plus de 20 ans chef de projet informatique. Donc, je suis très à l'aise avec ça. C'est comme pour moi, c'est aussi facile que de regarder l'intérieur de ma main, quoi. Donc, Hmm. je te jure, moi, je m'éclate avec ça. Alors, ma to-do list, elle n'a pas vraiment avancé, mais punaise, j'étais contente. Et j'ai fini juste avant l'heure de ma réunion et j'étais là, oh punaise, ça va être une fonctionnalité géniale. Ça, c'est ce qu'on appelle être productif. Ouais, 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 ouais. Oh, punaise. Yes. Bon, alors, donc, on était en train d'étudier. Alors, on va juste finir le petit scénario sur 2024, histoire de trouver un petit truc. Oui. Pas, hein. Allez, partager, partager. Parce que là, il restait pas beaucoup de choix bien, bien sexy sur 2025, mais on va regarder 2024. Filtrer par couleur. Non, trier, ouais, filtrer par couleur, je veux 2024. Voilà. Et alors là, j'avais déjà mis plein de filtres, hein. Souviens-toi, j'ai mis un filtre que la gauche principale devait être au moins 60, Mhm. qu'il doit y avoir au moins 100 000 dollars de transactions par 24 heures, Mhm. mais qu'il doit avoir distribué au moins 50% des tokens et que ça n'est pas un mème.
hein. Donc, il y a déjà plein de filtres et il reste 111 cryptos. Alors, je vais durcir un peu ici. Je vais dire que je veux que ça soit au moins 70% au lieu de 60%. Voilà. Donc, il en reste 55. Tiens, il y en a un que j'ai acheté en 2024, GT Protocol. 12 millions de market cap. Il est tout petit, c'est une petite pépite, hein. C'est dans le monde de l'intelligence artificielle. Le nombre d'abonnés Twitter est en descente, c'est pas bien. Voyons voir. GT Protocol. Est-ce qu'il serait intéressant à acheter maintenant? On va voir. Tac, GT Protocol. Puisqu'on parle de supply, on pourra regarder sa supply puisqu'il a distribué 65% des tokens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y en a une autre que j'ai achetée, CTRL. J'en ai acheté en mai 2023. Ah oui, CTRL, il est super. Mais il y a des nouvelles fonctionnalités sur MetaMask et Rabi qui vont lui voler un peu la vedette. Donc, je suis contente d'en avoir acheté. J'ai probablement récupéré la mise de départ depuis lors, mais je crois que je l'ai pas remis ou je vais pas le remettre. Attends. Ouais, il faut que je vérifie qu'est-ce qu'ils vont sortir comme nouvelle fonctionnalité avant de décider si je veux le remettre dans ma vidéo 3F, tu sais, la vidéo Oui. des petites cryptos explosives que je mets à jour une fois par mois pour tous mes apprenants dans la formation. Et c'est tout pour ceux que j'ai achetés. Mais allons voir GT Protocol et allons voir sa supply puisque notre thématique d'aujourd'hui, c'est la supply. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, Oh, les abonnés Twitter, ils prennent tarif, hein. ouais, il s'est écrasé. Heureusement, j'ai pu récupérer la mise de départ dans cette montée-là, mais pas très, je crois en fait. Non, peut-être même pas. Donc, ouais, ça, c'est pas bon. Les abonnés Twitter, bon, on a vu pire, mais effectivement, il se passe pas grand-chose. Ouais, c'est très décevant, hein. Très décevant. Bon, il y a eu la distribution des tokens. Alors, allons voir. Alors là, typiquement, tu vois, cette distribution des tokens, là, je me demande si c'est pas juste, tu vois, une montée verticale comme ça, je me demande si c'est pas juste CoinGecko qui n'était pas à jour. Et un jour, il y a un membre du projet qui s'est dit, ah bah tiens, on va remplir le formulaire, on va leur envoyer des infos. Et du coup, CoinGecko s'est mis à jour. C'est pour ça qu'il y a une montée verticale. C'est pas forcément une Mhm. distribution du token pile ce jour-là, tu vois. Euh, Oui, un- parce que c'est plat, en fait, un peu avant avril 2024 jusqu'à août, août-septembre, je pense. Ouais, ouais, c'est un peu trop carré là, c'est louche. Mm. Donc, si on va voir, alors, c'est celui qui a gagné la bataille sur les trois, c'est Chain Broker, que mes outils ont déterminé que c'était celui qui avait le plus d'infos correctes. Donc, Chain Broker, ici, on peut voir que ceux qui l'ont acheté dans la private sale avant le lancement sont à 1 fois 1,44. Donc, ça veut dire qu'ils sont légèrement bénéficiaires. Private sale, OK. Public sale, hein, à peu près pareil. OK. Mais quand même, le prix est monté jusqu'à 5,46 $. Donc, il y a eu un moment où ils étaient très bénéficiaires, quand même. Mhm. À voir Est-ce quelle qu'ils ont... proportion des tokens. Ouais, c'est ce que tu allais dire, C'est hein? ça, ouais, ouais, j'allais dire ça. Est-ce qu'ils ont pu toucher à ce prix-là? Ouais, alors sûrement une petite partie, mais ouais, pas grand-chose. En tout cas, assez pour récupérer la mise de départ, hein, ça quand même. Euh, ok, donc actuellement, ils ont distribué 62,6, 63% des tokens. Donc, c'est le chiffre qu'on trouve ici. 60, ici, c'est marqué 65. Attends, ici, c'est marqué 62,6. Et ça, c'est Chain Ouais. Rocker. Ok. Et puis. Là, on voit la distribution. On est en plein milieu. OK. Et Donc les... ils ont pas fini de distribuer quand même. Il y a quand Non, même non, pas non. mal encore. Ils ne sont pas à 100%, effectivement. Et les prochaines distributions, donc 25 février, il y a plusieurs wallets qui vont recevoir. Ensuite, ça, c'est
tout 25 février. Il y a plein de wallets. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est subdivisé dans plein de wallets. Et si tout le monde reçoit un petit morceau le 25 février, boum, eh ben, ça fait plein de cases ici. Ensuite, le 1er mars, le 25 mars. OK. Et le 25 mars, il y en a plein. Voilà. Et ensuite, le 25 avril, il y en a plein. OK. Donc, c'est une fois par mois. Et après, ben, moi, mes outils, ils calculent, ils font les additions de tous ces tokens qui sont distribués pour dire que sur 90 jours, ça va faire plus 17% du market cap et sur un an, ça va faire plus 45% du market cap. Alors, c'est transparent parce que je mets des couleurs que sur les extrêmes, mais là, ils perdent quelques points, hein. Hmm. Voilà. Euh, du coup, si je veux voir cette distribution-là et que je la regarde ici, ben, je vois qu'effectivement, CoinGecko, ils n'avaient juste pas les infos. Et là, ils se sont mis à jour parce que la réalité, c'était un trait bleu qui descendait en diagonale ici pour Hmm. faire quelque chose comme ça. Voilà. Autrement, GT Protocol, est-ce que j'en achèterais maintenant? Est-ce que ça pourrait être un géant endormi qui pourrait re-exploser? Alors, ils ont fait 0 commit en un an. Zéro. Pas bon. Pas bon. C'est pas bon du tout, là. Par contre, ils ont presque 3 millions de dollars de transactions par 24 heures. Comment c'est Ouais, c'est possible? énorme. Et ils ont sur 6 exchanges tier 1. C'est pas mal, hein? Hmm. OK. High layer pour Web3 avec goal de onboarding les 100 millions, les prochains 100 millions de users. Ce qui est assez banal de nos jours, comme ils ont rien de différenciant, je dirais. Web3 AI exécution protocole. Un protocole d'exécution. Donc, il pourrait être un outil pour les autres. Oui, je me rappelle plus ce que j'avais dit à cette époque-là. À cette époque-là. Là, je suis sur mon groupe privé Crypto Expert Annonce sur Telegram. Alors, tac, 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 narratif. Il y a le chat GPT de la blockchain. Ah, c'était ça, oui. Et puis, c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a un an. C'était il y a un an. Il y avait beaucoup moins de choix sur les tokens d'intelligence artificielle à l'époque. Son job est de faciliter toutes les actions sous forme de discussion. Transactions crypto, gestion de portefeuille. Ouais, ils étaient vraiment intéressants à l'époque. Mais maintenant, ben, ils n'ont rien développé de nouveau, donc ils sont laissés distancer. Donc, c'est pas du tout intéressant d'en acheter en ce moment, à mon avis. Il faudrait vraiment une renaissance spectaculaire avec des nouvelles fonctionnalités. Il faudrait un miracle pour qu'ils redeviennent intéressants à mes yeux. OK. Autrement, qu'est-ce qu'on a? Si je dis qu'ils doivent impérativement avoir gagné au moins un abonné Twitter sur 30 jours, au moins un, hein, supérieur à 0, Enter. Il ne reste plus que 40. OK. Et je mets les meilleurs scores en haut, du plus grand au plus petit. Voilà, ça vient. Voilà. Et là, ouais, il ne reste pas grand-chose, hein. Euh, donc là, on va s'intéresser aux meilleurs scores. Hmm, il y en a des qui ont souffert. Euh, Safe a une excellente note Token Metrics. 95%. Déjà, c'est très rare d'être en dessus des 90%, mais une note technologique à 95%, mais c'est incroyablement rare. Donc, Safe, c'est pas mal. On va aller le regarder et je propose que ce soit le dernier de ce scénario. Ah, je Euh, serais très curieux de savoir aussi parce que ils se sont pris une claque avec le hack de Bybit, notamment. Et je serais très curieux de savoir leur Safe, c'est... distribution. Ah, tu parles de Gnosis Safe, hein. Non, 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 Safe. Safe, c'est le, tu sais, le portefeuille multisig. Ben oui, c'est Gnosis qui fait ça. Gnosis Safe. Mais je ne savais pas que ce token était du Si, même si, projet. c'est la même chose. Ouais. D'accord. Ah ouais, tu as raison. C'est le wallet.
Ok, donc là, moi j'ai un partenariat avec Crypto Flash France. Ah oui, maintenant il s'appelle Crypto Flash. Tu le connais sûrement sur, voilà, sur YouTube. Et donc il me met des news, il me met plusieurs news par jour avec des notes. Par exemple, là, ça, c'est rouge vif, donc ça va enlever plein de points dans sécurité sur une durée qui dépend de ce qu'il a mis dans mon formulaire. Euh, et il a écrit ça le 27 février. Safe Wallet, responsable du hack de 1,5 milliard de dollars de Bybit. Alors, c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai prévu justement de discuter demain avec mon groupe privé pour leur expliquer ce qui s'est passé. Et il se trouve que CryptoFlash, lui, il est spécialiste sécurité informatique. Avant de découvrir la blockchain, c'était son métier. Et même maintenant, il fait des audits de smart contracts. Il est vraiment très, très bon en sécurité. Et c'est intéressant de voir tous les narratifs qu'il y a eu dans les heures qui ont suivi le hack jusqu'à ce qu'on Mm. sache la vérité vraie. Du coup, les gens qui ont suivi au fur et à mesure, des fois, ils n'ont pas suivi la toute dernière info de la vérité vraie. Et ils croient que c'est parce que Bybit a signé sans regarder, ce qui n'est pas le cas, hein. Les 8 personnes, Non. ils ont vérifié que c'est le bon numéro de destinataire et tout ça. Et, et en vérité, quand ils ont signé, les 8 personnes, ça a, au lieu de faire la transaction qu'ils avaient signée, ça a modifié le contenu d'un smart contract et ça a permis le hack. Et en fait, avec l'outil Wayback Machine, on peut revenir en arrière. J'ai arrêté le partage. On peut revenir en arrière sur le web. Et même si quelque chose a été remodifié dans l'autre sens, on peut prouver qu'il y avait un problème à un moment donné. Et donc, dans un des fichiers JavaScript de l'outil Gnosis Safe, il y avait un tout petit bout d'un grand code qui a permis ce hack Bybit. Et il était tellement spécialisé, cette petite modification était tellement spécialisée qu'elle ne pouvait être utilisée que dans le cas précis de Bybit. Et donc, comme l'ensemble de l'outil fonctionnait bien, personne s'en est rendu compte. Mhm. Mais c'est quelque chose qui était très sophistiqué et préparé depuis très longtemps et vraiment ciblé sur ce portefeuille de Bybit. C'est dingue, hein? Ça, Et je savais pas la suite. ah ouais, c'est dingue, c'est dingue. C'est CryptoFlash qui m'a expliqué ça. Et il l'a mentionné aussi dans sa vidéo quotidienne. Tu sais, il nous fait les news quotidiennement. Ça fait depuis des années que je suis pleine de gratitude pour CryptoFlash il passe des heures à lire toutes les news, il sélectionne les plus importantes, il nous les décrit. En plus, il prononce bien. Moi, je peux mettre en vitesse x2. Et du coup, en quoi, moins de 10 minutes, j'ai toutes les news de la journée, enfin les plus importantes. Parce que j'ai remarqué, parce que j'ai plusieurs sources pour les news, mais j'ai remarqué que lui, il choisit ce que j'aurais choisi parce qu'il a un bon Mhm. instinct pour savoir qu'est-ce qui aura un vrai impact. Et puis, si c'est quelque chose qui a un impact très momentané parce que c'est juste de la poudre aux yeux, ben, il va le dire. Il a un très, très bon jugement. Donc, j'apprécie beaucoup. Je suis pleine de gratitude parce qu'il me fait gagner beaucoup de temps tous les jours. Tu vois? Allez, tu m'étonnes. Ouais. Donc, et puis en plus, ben, comme on a un partenariat, on se fait une réunion par semaine et on s'échange plein d'astuces. C'est génial, j'adore. Yes. Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Est-ce que notre audience a des questions? Oui, je vois un chiffre dans le chat. Ah non, c'était juste la discussion au tout début. Non. Alors, attends, les spectateurs, je regarde s'il y a des noms que je connais dans les spectateurs. Yes. Oui, il y a quelques noms qui me disent quelque chose. Ouais. Donc, messieurs, dames, je vois qu'il y a des dames aussi. Même, je vois 3 dames. Ah, Camille, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je crois que les deux existent. Mais les deux Donc, existent, ouais. les deux existent. Donc, il y a 3 ou 4 dames. Bienvenue. Ça fait plaisir. Dans le monde de la crypto, on a une grande majorité d'hommes, mais c'est spectaculaire la différence. Mais j'avais Ouais, une malheureusement. fois, on rigolait avec Paul, tu sais, Paul Crypto Formation, et puis Mhm. on se comparait notre audience. Et j'ai vu que j'avais quand même le double de femmes que lui par rapport à lui, mais lui, il avait moins de 10%. Je suis pareil.
Ouais. Mais bon, moi, je suis une femme, donc peut-être les femmes, elles viennent plus volontiers chez moi. Mais même, ça reste minuscule, ça reste moins de 20% des Ouais, ça femmes reste qui ont minuscule. une audience. Dans la formation, j'en ai peut-être un peu plus que 20%. Ouais, mais dans les statistiques YouTube, il y a moins de 20% de femmes. Alors, il y a Camille qui nous pose une question. Ouais, Allez-vous renseigner, j'arrive pas à le dire, mais renseigner re-signer. pour 10 nouvelles vidéos. Voilà. Il faudrait des thématiques différentes, mais on peut discuter ça avec Nathan si, s'il nous sollicite. Moi, j'ai pas beaucoup de temps libre, hein, donc là, j'ai fait ça parce que j'avais envie de le faire avec la BBS. J'adore la Blockchain Business School, c'est une très très bonne école. Et puis après, il a proposé que tu viennes et ça m'a fait super plaisir. Je dis ah bah ouais, allez. Parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que Chantal et moi, on travaille ensemble de temps en temps. Enfin, personnellement, je réalise des vidéos pour Chantal en dehors de la Blockchain Business School. Et donc, on se tutoie régulièrement, on se côtoie par message, etc. Donc, on se connaît bien. Donc, du coup, quand j'ai proposé à Nathan de faire ce live avec Chantal, bah, je me suis permis de le faire avec Chantal parce que je connais Chantal. J'aurais pas été si je connaissais pas Chantal. Donc voilà. Donc, pourquoi Mais attends, pas. attends. Il y a encore un truc avant qui s'est passé, encore avant ça. C'est que j'étais à un événement en France en septembre ou tout début octobre. Et j'étais avec je passais comme ça dans le couloir, une femme qui m'a attrapée carrément physiquement. Elle m'a dit, ah oui, il faut qu'on se dise bonjour, il faut que je vous demande et tout. Enfin, bref. Voilà. Et donc, elle était apprenante à la Blockchain Business School et mais elle a commencé à me poser des questions et tout ça. Et elle me disait, ce qui nous manque, c'est de pouvoir parler en direct avec nos enseignants et leur poser des questions et tout ça. Et moi, illico, dans le feu de l'action, j'ai pris mon téléphone, j'ai laissé un message audio à Nathan en lui disant, écoute, j'ai ce feedback, si tu veux, je te fais quelques séances de, voilà, en live. Moi, j'aime bien parler avec les gens en live Ah euh, ouais. au sein de l'école. Et ça, c'était début octobre, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tu vois. Après, il m'a dit, mais de quoi on pourrait... non, après, il m'a relancé. Je lui ai dit, ouais, super, cherchons des dates. Après, il m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thématique. Je lui ai donné plein de thématiques. Et après, il m'a dit, est-ce que c'est OK pour toi de le faire avec Dimitri? J'ai dit, ah, mais grand plaisir. Ah ouais, c'est quand même une histoire quand même. Je ne savais pas le début de ces Ouais. lives. Euh, Donc c'est pour ça, profitez-en tant qu'on est là à pouvoir répondre à vos questions. Mais n'importe quelle question sur les cryptos, on est là pour vous répondre. C'est super intéressant de pouvoir échanger avec vous en direct. Moi, je sais que le contact avec les personnes, le fait de pouvoir échanger avec du monde, je trouve ça, mais c'est la valeur la plus inestimable qu'on pourrait avoir ouais. par rapport aux vidéos notamment. Donc si vous avez des questions aussi sur les vidéos que vous avez pu voir où nous étions dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous. On est là pour vous. Voilà. Mais ouais, et puis c'est tellement plus intéressant d'avoir des interactions que de parler tout seul devant son écran. Ah oui, clairement. Mais moi, pour le coup, j'accompagne une personne de la BBS. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est là ce soir. J'ai pas regardé la liste des participants, mais j'accompagne une personne sur la DeFi. Et avec la BBS, on a 20 minutes. Et du coup, il est là. Alors, du coup, j'ai une petite question. Et du coup, je lui explique, je réponds à sa question. Et du coup, il a une autre question, etc. Bref, en fait. Les questions, elles s'enchaînent et on arrive à la fin de 20 minutes, même on arrive à la fin d'une demi-heure, voire même une heure, et puis il a toujours des questions.
Donc c'est ultra intéressant de pouvoir échanger comme ça parce que quand on parle d'un sujet, on peut être focus sur le sujet, puis après bah, on dérive sur un autre sujet, puis ah, mais, puis est-ce que tu savais ça, machin, etc. Puis voilà, bref, il y a plein de trucs à apprendre, que ça soit de nous, que ce soit de vous aussi, quand on échange sur des parcours en particulier ou sur les connaissances que vous avez eues à travers la BBS ou autre. C'est ultra gratifiant de pouvoir vous aider, vous accompagner. Enfin, moi, personnellement, moi, j'adore ça. Je sais pas toi, Chantal, mais moi, j'adore. Yes. Yes. Et en plus de ça, moi, je voudrais encourager tous ceux qui nous écoutent à se former. Donc, si vous êtes là sur un webinaire de la BBS et que vous avez l'intention de vous former et que vous êtes en train de vous former, et vraiment, je vous félicite parce que j'ai vécu les débuts de l'informatique. Hein, j'ai programmé sur le tout premier basique qui ait jamais existé. On sauvait sur des bandes audio. J'ai j'ai vécu le tout début du web. J'étais la première de tous les gens que je connaissais qui ait créé un site web. Je le faisais dans Notepad à l'époque, il n'y avait pas d'outil pour les créer. Je tapais les codes. La blockchain, je suis arrivée début 2017, c'est pas les tout débuts, mais dans le futur, je pense que les gens diront que c'est très tôt. Euh, et chaque fois, je vois que quand on adopte une nouvelle technologie et qu'on est parmi, on va dire, les 20-30% de premiers, surtout les 20% premiers qui sont correctement formés, mais on se fait des couilles en or. On gagne 10 fois plus que les autres. Mm. Moi, j'ai toujours fait une carrière avec des très, très bons salaires parce que j'avais toujours une longueur d'avance. Par exemple, quand j'étais chef de projet informatique, j'ai tout de suite repéré que les développements en mode agile, ça allait super bien marcher parce que ça délivre des trucs qui fonctionnent rapidement et ça délivre ceux qui ont le meilleur rapport qualité-prix d'abord. Donc, et puis en plus, c'est très stimulant pour l'équipe. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris sur mes vacances, sur mon argent, j'ai passé la certification, tiens-toi bien, 8 ans avant mes collègues. Ah oui, Ouais, waouh. ouais. Ok. Et ouais, parce que j'avais tout de suite repéré que c'était important. Et puis parce que ben voilà, j'étais à la RTS, la télévision suisse, et que le temps qu'ils forment les chefs de projet, et les chefs de projet, il y en a certains qui étaient assez, on va dire, ils avaient leurs habitudes. C'est gestion de projet ou waterfall. Fermé, quoi. Ouais, mais surtout, ils avaient tellement l'habitude d'un truc qui fonctionne où ils font une monstre étude des besoins, et ensuite ils réalisent le projet, et ensuite ils mettent en prod 2 ans plus tard. Mais les besoins ont changé entre-temps. Oui. Par contre, le monde a évolué. Quand c'était avant Internet, eh bien, tu pouvais faire ça. Le monde changeait beaucoup plus lentement. Mais maintenant, tu peux plus. Donc, ils ont fini par s'y mettre. Mais il y avait pas mal de résistance. Et le temps que l'entreprise, qui est quand même une grosse entreprise, dégage un budget sur une année ultérieure pour former tous les chefs de projet à savoir faire ça, ben voilà, ça a pris quelques années. Mm. Mais du coup, moi, j'avais déjà l'expérience et non seulement le brevet, mais en plus, je l'ai expérimenté. Donc, c'est pour dire, quand on se forme sur une technique émergente, il y a un moment où on est très, très recherché. Et au début de l'informatique et au début du web, il y a eu un moment, il n'y avait pas assez de formateurs et pas assez de gens formés. Les entreprises engagées à prix d'or des gens qui avaient une toute petite formation dans le domaine. Donc, vous qui nous écoutez, vous avez probablement déjà une formation de base. Vous êtes peut-être journaliste, peut-être comptable, peut-être avocat, peut-être je ne sais pas quoi. Eh bien, du moment que vous avez cette formation de base, vous pouvez y coupler la blockchain. Et à ce moment-là, vous aurez une longueur d'avance par rapport aux autres personnes qui ont cette formation de base. Et à ce moment-là, vous pouvez carrément doubler le salaire, les doigts dans le nez. Mm. Facile. Donc, ça vaut vraiment la peine de se former. Oui, clairement. Et d'ailleurs, en parlant de formation, il y a Sarah qui nous pose la question, quels sont nos livres ou chaînes YouTube préférées pour s'enrichir sur le sujet? Ah ah! Alors, au niveau des valeurs, moi, je suis fan de Andreas Antonopoulos, qui parle depuis tellement d'années de Bitcoin et aussi un peu de Ethereum et de Lightning Network, mais surtout Bitcoin à la base. Et
comme on ne connaît pas Satoshi, à mes yeux, Bitcoin, c'est Andreas Antonopoulos. Oui, c'est vrai. Et puis, de temps en temps, je me fais une petite piqûre de rappel avec Charles Hoskinson, qui était cofondateur Ethereum brièvement au début, mais qui a fondé Cardano. Alors, Cardano, en tant que blockchain, elle est valorisée d'une manière très élevée, alors qu'il n'y a pas encore grand-chose qui tourne dessus, en tout cas avec des tout petits volumes. Et voilà, donc, ce n'est pas pour l'investissement. Mais ce monsieur, Charles Hoskinson, au niveau des valeurs, punaise, il assure. Et de temps en temps, je me fais une petite piqûre de rappel. Et il se trouve que tout à l'heure, j'ai écouté une vidéo de 13 minutes de lui où il rappelait quelles sont les valeurs, la vraie décentralisation. Vraiment, j'étais là. Ah ouais, vraiment, on n'est pas là pour rien. On n'est pas là pour rien. On est en train de construire le monde de demain. Et il faut qu'il soit mieux qu'avant. Il faut qu'il y ait moins de magouilles, qu'il y ait moins de corruption, qu'il y ait plus de justice, que les personnes, quel que soit leur niveau, puissent être traitées toutes de la même manière. Mhm. Et ça prend du temps. Tu regardes par exemple les emails. Maintenant, n'importe qui, même sur un téléphone à Bali, un téléphone, c'est moins de 100 euros, hein. Donc, Mhm. un, tu prends un téléphone, un vrai smartphone entièrement fonctionnel, tu envoies un email gratos. Tu as des emails gratos avec Gmail, par exemple. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, je sais, mais on s'en fout. Il t'envoie le email gratos. Maintenant, automatiquement, il est en HTTPS. OK? Il a fallu que la technologie s'améliore et se généralise pour que les gens soient protégés dans leur privacy, dans le fait de ne Mhm. pas divulguer des informations confidentielles. OK. Un jour, on aura ça pour l'argent, ce HTTPS, pour la privacy de notre argent et euh, pour être traité tout le monde de la même manière. Je veux dire, ça peut être la personne parmi les plus riches du monde ou, je ne sais pas moi, une personne dans la brousse qui a un vieux téléphone voilà, d'occasion. Ben, dans tous les cas, ils bénéficient du même service HTTPS. Avec le S, avant, il n'y avait pas. Dans le cadre, dans HTTPS, c'est pour les sites web, mais dans le cadre des emails, il y a une technologie similaire. Donc, ils ont finalement le même service, quel que soit leur niveau. Tu vois? Eh ben, c'est ça qu'on veut obtenir avec l'argent, avec toute Mhm. la valeur, pas seulement l'argent d'ailleurs, un brevet, un document qui prouve la propriété d'un immeuble ou d'une œuvre d'art, tout ce qui a de la valeur, tout le monde devrait être traité de la même manière, tu vois. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Andreas Antonopoulos et Charles Hoskinson. Même si Charles Hoskinson, je ne l'écoute pas très souvent, hein, je ne suis pas une fan de, mais j'ai de l'estime pour lui, vraiment beaucoup d'estime. Euh, Après, j'écoute plein de gens, j'écoute systématiquement euh, Token Metrics une fois par semaine, les lives du groupe Premium. Ça, j'en loupe pas un. J'écoute DCA sur la chaîne Invest Answers. Ça, c'est une grosse heure le Mhm. lundi. Et là, il y a 4 participants. Et j'adore. Et ils mettent en fait ce qu'ils ont de plus intéressant à dire de toute la semaine, parce qu'ils ont chacun leur chaîne YouTube, mais ce qu'ils ont de plus intéressant à dire de toute la semaine, boum, ils le disent là, ils le résument, ils le partagent, ils communiquent. Enfin, c'est génial. Voilà, j'écoute tous les jours Ivan on Tech, Ok. du lundi au vendredi. Généralement, il ne fait pas le week-end, à part ce week-end. J'écoute tous les jours Crypto Flash, dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et les autres, c'est aléatoire, c'est ce que j'ai envie quand j'ai envie, sur des thématiques, etc. Et je vais systématiquement sur mes abonnements parce que je ne veux pas me laisser piéger par le fil qui est choisi par Google. Tu vois? Je vais, par exemple, je mets un mot-clé, je regarde ce que Google me propose. Et des fois, je trouve des nouveaux auteurs qui sont très intéressants. Mais sinon, si je ne suis pas à la recherche de quelque chose de précis, je vais dans l'onglet mes abonnements parce que c'est moi qui décide ce que je veux voir. Mhm. C'est ça avec la plupart des réseaux sociaux. Je gère mon temps parce que je veux rester créative, sinon c'est trop vite fait, hein. Tu commences à scroller, tout d'un coup, tu es 1 heure et demie plus tard, tu n'as rien compris ce qui t'arrive. Moi, je suis trop fragile. Ouais, c'est clair.
Je me fais avoir à tous les coups, je prends même pas le risque, hein. J'ai Yes. Donc voilà, c'est ça que je regarde tous les jours. Beaucoup, beaucoup sur YouTube en fait. Des fois des podcasts, mais la plupart du temps c'est YouTube. Et quand je lis, c'est pour me détendre. Je lis un roman au soleil sur une chaise longue pendant 20 minutes. C'est mon petit sucre. Et après, je reviens faire quelque chose de plus créatif. Voilà, à toi, Dimitri. Alors, moi, je regarde pas mal les vidéos de Owen Asher. Je trouve ça vraiment pertinent, intéressant. Il va droit au but. Il est assez bien là-dessus. Après, je t'avoue que je regarde moins des vidéos comme toi, un peu à l'international. Je regarde de temps en temps et j'écoute de temps en temps tes vidéos aussi Merci. sur ta chaîne. Euh, et puis après c'est effectivement en fonction de mon besoin, c'est en fonction de ce que je recherche, etc. Mais je suis, alors, pour le coup, à l'inverse de toi, je suis plus soumis aux suggestions de Google. Là-dessus, je regarde beaucoup les pour toi. Donc voilà par rapport à ça. Après, au niveau des livres, euh, au niveau des bouquins, j'aime bien les petits livres qui se lisent facilement pour comprendre un peu plus en détail sans forcément trop rentrer dans les détails. Comme par exemple comprendre Bitcoin, comprendre Ethereum en une heure. Ça, c'est des petits bouquins qui se lisent facilement. Je sais, bah moi je sais que moi je les ai lus, ceux-là, et ils sont superbes. Et je reviens d'ailleurs sur certains points que des fois je ne peux ne pas comprendre. Il y a, pour ceux qui veulent aller un peu plus dans le technique, il y a la première édition de Wallcrypt qui est très intéressant. Mais là, pour le coup, là, il faut s'accrocher parce que là, c'est très technique par rapport à d'autres livres. Ça dépend des Euh, chapitres. ouais, ça C'est dépend très des chapitres. variable, Ouais, très c'est variable d'un variable. chapitre à l'autre. C'est vrai Ben, que là, c'est variable. c'est à regarder un peu comme un dictionnaire, dans le sens où on choisit un Hmm. chapitre dans la table des matières sur une thématique qui nous intéresse et on lit. C'est vite lu, en fait, un chapitre. Donc, c'est pas mal, Wallcrypt. Si vous... Mais ils ont sorti une partie 2 d'ailleurs. Ils ont sorti Yes, ben, un... j'ai écrit 2 chapitres dans le premier, un chapitre dans le deuxième. Et j'ai et- beaucoup aidé pour les relectures. Et du coup, je connais les autres chapitres. Ouais. Donc, Donc, toi, tu lis Wallcrypt. Dis-moi un chapitre que tu as bien aimé. Une thématique. mais ça fait longtemps que... Mais j'ai pas lu le tome 2. J'ai lu le tome 1, mais pas le tome 2. Ouais, ça fait longtemps par contre. Là, je pourrais pas te dire. Ça fait super Ouais, longtemps. ouais, je comprends. Parce que le tome 1, il est sorti en 2021, je crois, ou 2020. Quelque chose comme ça. Non, Non? Je dis une euh, bêtise peut-être, hein. soit 2021, soit 2022, carrément, hein. Le Ok. temps qu'ils sortent. Mais depuis, j'ai pas relu le tome 2. J'ai pas lu le tome 2. Mais, euh, mais voilà, après, sinon, qu'est-ce qu'il y aurait comme livre intéressant sur les cryptos? Euh, Bah après, je lis beaucoup les news, moi, sur, euh, sur Journal du Coin, sur Cryptost, sur Coin Academy aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre l'actualité sur Twitter, Coin Academy ont sorti leur bot, leur robot sur X qui poste en automatique et moi je reçois des notifications à chaque fois que ce robot il poste et du coup ça me permet de suivre l'actu en direct sans forcément sans suivre aussi les autres sites d'actualité parce que du coup ça fait redondant mais je trouve ça intéressant. Comment on le trouve? Euh, Attends, je suis sur Twitter, comment je le trouve? Coin, c'est je tape Coin Academy Agent. Coin Academy Agent. C'est le logo, il est vert avec un robot dessus, D'accord, robot partager. blanc. Ok, plus. Voilà, c'est bah non, c'est pas un robot, c'est le C. C'est Connery Ok. Domini IA. Attends, j'essaie juste de récupérer le haut de l'écran. Voilà.
Alors, Le c'est tout celui-là. premier. OK. Voilà. OK. 100% de l'actu crypto en temps réel et en français grâce à l'argent IA. OK, bien. Alors, par exemple, à quelle heure ils nous ont dit qu'il y a eu l'annonce de Trump? Attends, moi je l'ai dit à quelle heure dans mon groupe privé? C'était. Attends, non, c'était après ça. C'était là. Moi je l'ai dit à 16h34. Lui, il l'a annoncé à quelle heure? Moi, généralement, j'annonce pas les news dans mon groupe privé. Mais là, quand j'ai vu ça, j'étais là. Oh punaise, ça va être magistral. Tu m'étonnes. Ouais. Et en 1 minute, je l'avais tout de suite annoncé à mon groupe. Euh, alors, donc, nous disons Ici, le 2 mars. de marche à 16h34. Alors, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais comment je peux savoir l'heure? 16h28. 16h28. Excellent. Ah, ça veut dire ils avaient 5 minutes d'avance sur Coin Bureau, qui sont pourtant très professionnels. Et autrement, hmm, il y a ici. Alors, attends. Euh, Le journal du coin, ils sont vachement à la bourre, je trouve. Ils sont très bien, ouais. Ils sont très bien, mais ils postent un peu plus long. Un peu plus tard, je trouve. Ça va. Ici, ils l'ont dit à 16h31. Ah, ça va. À 16h31 et ici à 16h28. Bon, à 3 minutes près. Euh, et moi, je l'ai dit quand j'ai reçu l'alerte de Coin Bureau, et je l'ai dit dans la minute qui suivait. Donc, Coin Bureau l'a dit, moi je l'ai dit à 16h34, Coin Bureau l'a dit à 16h33. Ouais, donc ça veut dire que Coin Academy était mieux sur ce coup-là. Oui. Mm. Ouais, ok. Donc, attends, alors je vais faire follow avec la cloche. Ça a marché la cloche? Ouais, je pense. Oui, oui, oui. Ouais. Ok, ok. Bon, en général, j'aime pas tellement les trucs qui me font des alertes pour ne pas me laisser déconcentrer. Mais pour Twitter, ce que j'ai fait, c'est que c'est une alerte qui s'affiche, qui est silencieuse, qui fait même pas vibrer le téléphone. Et donc, si j'ai les yeux dessus, je la vois passer brièvement. J'ai l'habitude, je fais pas très attention, mais oui, bah, la preuve, je sais réagir quand c'est important. Et si j'ai pas les yeux dessus, ben, ça passe sur l'écran d'accueil et après, j'ai plus qu'à scroller pour voir en vitesse. Ou alors, je scrolle pas du tout et plus tard, je vais regarder ce qui s'est passé là-dedans. Je regarde les non lus plusieurs fois par jour. Mais ma priorité, en fait, ma priorité toujours, même si j'ai juste 5 minutes entre deux réunions, ma priorité, c'est d'aller voir si mes apprenants m'ont posé des questions. Par exemple, là, donc là, je disais la news que Binance va passer sur USDC au lieu de USDT. Je les ai rassurés. Au final, vous pourrez continuer à faire vos trades. Il faudra juste les faire dans des paires USDC au lieu d'USDT. Mm. Et une de mes apprenantes me demandait, penses-tu qu'il faille annuler les ordres de vente placés en USDT pour les remplacer par des ordres en USDC? Théoriquement, il faudra le faire quelque part durant le mois de mars, puisque le délai est au 31 mars. 31. Ouais, Mais, ou 31 ou 30, je ne sais plus, c'est marqué dans la... 31. Ouais, merci. Mais du coup, je lui ai dit, bah, moi, je vais attendre un peu, parce qu'il se peut tout à fait que ça soit un moyen de pression pour négocier un compromis avec USDT et que du coup, ils ne soient pas délistés au final, tu vois. Oui, Donc, oui, je vois ce que tu veux dire. du coup, bah, on regarde, je leur expliquerai les pour et les contre demain que dans mon live du groupe privé qui a lieu une fois toutes les 2 semaines et ça tombe bien. Je vais leur expliquer ça un peu plus en détail, comment faire pour que ça se passe le mieux possible pour chacun. Donc, tout ça pour dire que même si j'ai juste 5 minutes, ma priorité, c'est de regarder si j'ai des questions de mon groupe privé. Et,
Et sinon, ma deuxième priorité, c'est de faire le suivi de l'entreprise et tout ça, et de créer des scores. J'adore créer des scores. Donc voilà pour cette question, Sarah. J'espère qu'on a pu y répondre. En tout cas, merci pour cette question. Ça aurait pu aider d'autres personnes. Allez, Voilà. il nous reste 10 Merci. minutes. Qui c'est qui a une question là? Camille, Cédric, Jean-Louis, Lionel, Marie, Sarah, allez, allez, exprimez-vous, posez une question. Allez. Sinon, on va repartir sur la supply. Je peux vous refaire un scénario supply éventuellement. Yes. Non, mais c'est très très intéressant de regarder tous ces différents aspects avant d'investir. Euh, Limite, refaites-vous les vidéos, refaites-vous les petits check-up avant d'y investir. Je trouve ça très très intéressant et très très pertinent. En plus, on apprend des choses. Des fois, on peut tomber sur un truc qu'on ne le savait pas forcément. Et puis, ah, mais ça, je savais pas. Et du coup, tu vas voir un peu plus et tout ça. Et non, non, si, moi, j'adore ça. Exactement. J'adore. Yes. Donc, la BBS, ouais. Moi aussi, j'ai un apprenant qui me sollicite là, justement pour le coaching 20 minutes par 20 minutes. Là, c'est chouette, très Ah, intéressant. c'est trop bien. Un monsieur C'est très trop bien. intéressant et il me pose des questions intéressantes. J'aime bien parler avec l'audience parce que ça me donne de l'inspiration pour faire des vidéos YouTube qui vont intéresser Moi aussi. Moi aussi, d'ailleurs. les vrais Quand utilisateurs. je fais mes accompagnements DeFi, ils me posent des questions et puis là, je dis, ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Et du coup, voilà. D'ailleurs, Camille nous pose une question. Comment gérez-vous votre multisig? Êtes-vous resté en deux tiers? Qu'avez-vous utilisé pour le faire? Safe, Bitcoin Core. N'est-ce pas contraignant de voyager à l'autre bout du monde pour chercher ses clés et de prendre ses profits? Alors, la dernière question, ce serait pour toi, Chantal. Euh, Yes. mais alors, pour répondre de mon côté, pour la gestion des multisigs, moi, je reste sur 3. Je pense que c'est le minimum, enfin personnellement, 3 co-signataires. Pourquoi? Parce que bah, tout dépend en fait de sur quel support c'est, la localisation des différents supports, enfin de ces co-signataires. Et puis de savoir aussi bah, si ces co-signataires, c'est vous-même, mais peut-être dans un compte en banque ou peut-être dans un autre lieu en dehors de chez vous, etc. Ou est-ce que ce sont des co-signataires que vous connaissez de confiance? Donc, moi, personnellement, je reste sur du 3. J'irai, bah, enfin, à ma hauteur, j'irai pas au-dessus de 3. Je vois pas l'intérêt de mon côté. Mais sinon, je trouve que c'est ultra important d'avoir un multisig quand on a un très gros portefeuille. Bah, Chantal, je te laisserai répondre à cette question de ton côté, mais voilà, moi, oui, c'est vraiment bien. Au-dessus, au-dessus de, je pense, aller au-dessus de 50K, je pense qu'un multisig, c'est ultra important pour un portefeuille. Qu'est-ce que tu en penses, Chantal? J'en pense que les multisigs, pour une entreprise, quand il y a plusieurs personnes, c'est indispensable. L'idéal, c'est d'avoir 5 personnes avec au moins 3 qui signent, ou alors 3 personnes avec au moins 2 qui signent. Et une des 3, ce serait une personne distante, un notaire ou quelque chose comme ça, et puis 2 personnes sur place pour l'opérationnel. Euh, En ce qui me concerne moi, il faut savoir que je fais tout à titre privé. J'ai pas d'employés. Ce sont tous des freelances. Il y a plein de gens qui travaillent avec moi, mais ce sont tous des freelances. Donc, je n'ai pas de multisig. Mais si mes fonds appartenaient à quelqu'un d'autre autant qu'à moi, à ce moment-là, bien sûr, j'aurais un multisig.
Si par exemple, on faisait un pot commun avec mes deux sœurs, bah oui, bah on ferait un multicycle avec signature à deux, à deux sur trois. Euh, donc, au niveau de ma stratégie de sécurité, j'ai plusieurs clés Ledger. Celle qui est la plus sécurisée est à un endroit où effectivement je dois prendre un avion pour y aller. Euh, et celle-ci, la plus sécurisée, euh, elle contient entre autres 25% de tout ce que j'achète que je garde pour la prochaine pointe de bulle, une fois tous les 4 ans. Donc, il y a un moment probablement en 2025 où je vais aller la chercher, où je vais commencer à placer des ordres de vente avec ces 25%. Pour le moment, c'est hyper sécurisé. C'est une clé dont je n'ai pas besoin parce que je fais que d'envoyer des fonds dessus. Alors, en théorie, c'est pas optimal parce qu'en théorie, je devrais régulièrement la connecter pour faire la mise à jour. Mais c'est pas très grave. Non. Ça me fait pas peur. Et de toute façon, j'ai les 24 mots gravés sur du métal pour cette clé-là, gravés sur du métal. Et le fameux hack à 5 dollars, hein, on prend une clé à molette et on tape sur la tête de la victime jusqu'à ce qu'elle donne le mot de passe et les 24 mots. Eh bien, ça ne marcherait pas sur moi puisque je n'ai même pas les 24 mots. Ils sont en sécurité aussi. Et je dois aussi prendre un avion pour les atteindre. Donc, ça, c'est des fonds qui sont réellement en sécurité. J'ai déjà emmené mes deux enfants sur place pour qu'ils puissent les voir et savoir quoi faire, leur montrer les modes d'emploi, les mots de passe, tout ce qui est à cet endroit-là. Et mon fils avait oublié sa pièce d'identité, il n'a pas pu rentrer, même si je me portais garante, que c'est vraiment très sécurisé. Il a dû retourner à la maison chercher en vitesse, enfin bref. Donc, ça, c'est pour la clé principale. Après, j'ai une autre clé que je peux prendre avec moi qui me sert à faire des transactions un peu plus courantes, voilà. Et puis, durant l'année de la bulle, surtout pas en bear market quand tout le monde fait faillite, hein, mais durant l'année de la bulle, pour moi, c'est OK de laisser des fonds sur des exchanges qui sont à un très haut trust score. Donc, je regarde le trust score sur Cognico, voilà. Et bon, tu me diras que FTX était à 10 sur 10 et que, et que Bybit s'est fait hacker alors qu'il était à 10 sur 10 aussi. Par contre, c'était pas la faute de Bybit. Ouais. Et franchement, ils ont bien surmonté quand même. Oh punaise, ils ont bien géré. Déjà C'est sur un le truc de moment, fou. un truc de fou, ils ont super bien communiqué. Ils ont tout Ouais. de suite obtenu tous les Ethereum qui leur manquaient, une petite partie en les achetant, une grande partie en les empruntant. Ensuite, ils ont profité de la baisse des prix pour en racheter plus. Et ils ont déjà remboursé les prêts. Mm. Et là, c'est comme s'il n'y avait jamais eu le hack. Et à aucun moment, ils ont arrêté ni même ralenti les personnes qui voulaient sortir leurs fonds de l'exchange. Mais j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, ça y C'est est, c'est la le, fin de Bybit. Je me suis dit, c'est la fin. Ouais, parce que c'est énorme, hein, 1,4 milliard. Mais Ivan Antec, tu sais ce qu'il disait tout à l'heure il disait, les Asiatiques, ça fonctionne vraiment bien, vraiment mieux que ce qu'on a nous en Europe ou aux États-Unis. Les Asiatiques, ils font le job, et comme ils sont très nombreux, c'est vraiment scalable. Intéressant, hein? Ouais, C'est super intéressant. ouais, ouais. Donc, ça, c'est mon niveau de sécurité. C'est OK pour moi de laisser des fonds, mais pas n'importe quand. Maintenant, oui, les exchanges, même ceux qui étaient sur le fil du rasoir, en ce moment, ils ne vont pas faire faillite maintenant puisqu'ils engrangent plein de fees, de frais de transaction. Donc, c'est OK pour moi, sur les exchanges les plus solides, de laisser les fonds qui sont dans des ordres d'achat ou des ordres de vente. Et du coup, j'utilise très peu ma clé Ledger. Mais pendant le bear market, tout le bear market, moi, c'était Ledger, Ledger, aucune confiance dans les exchanges. Mm. Je suis Voilà. entièrement d'accord avec toi. Ouais. Et Merci puis beaucoup en après, tout cas. j'ai le 2FA partout. C'est Ah super oui, oui. important. Oui, bah, pour les exchanges, Euh, le 2FA, la reconnaissance faciale aussi. Maintenant, je sais qu'on peut l'activer sur les exchanges. ok, C'est ultra important. ouais.
Et aussi les bonnes habitudes. Je ne clique jamais sur un lien dans un email. Même si je crois qu'il est véridique, je vais ouvrir l'interface. Je vais aller, que ce soit un Exchange ou autre chose, hein, je vais ouvrir l'interface et je vais aller chercher l'info. Je ne clique jamais sur un lien dans un email. Je me méfie, mais toujours. Je me méfie Ouais, même t'as des raison. PDF, sauf si l'expéditeur, je le connais bien. Mais chaque fois, avant de cliquer sur un PDF, j'ai le réflexe d'aller survoler l'expéditeur pour vérifier l'URL de l'expéditeur parce que 9 fois sur 10, c'est un scam, hein. Oui, 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 c'est clair. C'est la bonne méthode d'ailleurs à faire, effectivement. Ouais. Toujours faire attention. Voilà, donc mon ordi, il est propre. Mon antivirus, ben, j'ai pris le niveau le plus élevé que l'entreprise avait. Hein, c'est ce que j'enseigne à mes apprenants de passer au niveau le plus élevé. C'est une petite dépense par rapport à tout ce qu'on peut sauver. Euh, donc, j'ai des bonnes règles de sécurité que j'enseigne à mes apprenants aussi. Mm, Et c'est plus important à mes yeux qu'un multisig qui... Parce que je pourrais faire un multisig avec des gens que je connais, mais quelque part, ce serait les mettre en danger. mm. Je préfère juste envoyer des fonds, une partie sur des exchanges, une partie sur cette clé qui est hyper sécurisée, puis voilà. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais oui, la sécurité, c'est ultra important. Merci en tout cas, Sarah, Camille, pardon, pour nous avoir posé la question. Et on arrive d'ailleurs à la fin de ce live. Yes. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir pu poser nos questions, enfin des questions. Si vous avez en tout cas d'autres questions à nous poser en one-to-one, n'hésitez pas à venir nous contacter, on est disponible. Chantal, je ne sais pas si tu as un dernier mot à partager. Oui, formez-vous, formez-vous, formez-vous. C'est une richesse qu'on ne pourra jamais vous enlever et qui va vous augmenter votre valeur intérieure pour toute votre vie. Voilà. Allez, formez-vous, c'est le plus important. Merci à tous, passez une agréable soirée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi avec Nathan. Pour de prochains lives. N'hésitez pas à le solliciter si vous voulez qu'on continue à faire des lives après notre série. Et puis, ben, on se dit à la prochaine, tout le monde. Ça marche. Merci À à la tous. prochaine. Au revoir.